Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV. Bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque semaine, donc, nous vous proposons de faire un large tour d'horizon des faits ayant marqué l'actualité de la semaine. Au menu donc de ce numéro, nous allons évoquer la crise universitaire qui est en train donc de prendre des proportions véritablement inquiétantes depuis le mardi 15 mai. Donc, les étudiants de l'université Gaston Berger sont montrés dans la rue pour demander, pour exiger le paiement de leurs bourses. Malheureusement, il s'en est suivi la mort d'un étudiant qui a été tué par balle, ce qui, depuis lors, donc, a embrasé la situation au niveau de toutes les universités du Sénégal. Alors, maintenant, les Sénégalais se demandent quelles solutions donc devront-on proposer pour effectivement en arriver donc à une bonne fin de cette crise, pour mettre fin à cette crise, pour que les étudiants puissent retourner dans les universités. Alors aussi, on va évoquer en deuxième point le processus électoral, et ça, le prétexte, c'est donc l'installation la semaine passée donc du comité de suivi du processus électoral. Malheureusement, ce comité-là, après donc le vote de la loi sur le parrainage, a connu donc le boycott de l'opposition. L'opposition dit significative, puisqu'il y avait une certaine opposition qui était. Alors, comment faire donc pour amener encore l'opposition à la table des négociations, des discussions, pour qu'on puisse donc connaître un processus électoral apaisé. Pour évoquer ces questions, nous avons le plaisir de recevoir ce plateau deux responsables politiques. L'un, c'est M. Mohamed Diallo. Il est le leader donc de l'Union, du parti L'Union pour la restauration des valeurs. Il est donc conseiller municipal au niveau de la mairie de Plateau. M. Diallo, bonsoir. Bonsoir. Alors, avec vous sur ce plateau, nous recevons aussi M. Emile Ndiaye. Il est responsable de la paire au niveau de l'Italie. Il est donc membre donc, de la délégation des Sénégalais sélectionnés, c'est comme ça qu'on vous appelle? Oui, exactement. Voilà, merci. Bonsoir, M. Ndiaye. Bonsoir. Alors, je commence par vous, M. Diallo. Alors, quel commentaire vous inspire donc la situation actuelle qui prévaut au niveau des universités du Sénégal? Je vous remercie par rapport à l'invitation. J'en profite également pour saluer mes co-débatteurs et tous les téléspectateurs de la télévision Walfadjri. Vous savez, la situation actuelle au Sénégal, il est important de le rappeler. C'est une situation qu'il fallait prévoir. Par rapport à cette situation actuelle, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'université de Thiès, l'université Assane Seck de Ziguinchor, l'université de Bambey, ainsi que les universités privées, il est grand temps que nous puissions nouer une concertation face à l'État et aux étudiants. Ces étudiants qui se réveillent très tôt le matin pour aller sans doute apprendre, aller chercher le savoir. Je me vois très mal voir les services de l'ordre aller vers ces étudiants pour les malmener. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les étudiants font la queue pour déjeuner. Les étudiants font la queue pour aller prendre leur douche. Les étudiants font la queue pour cependant néanmoins aller récupérer leur pécule à la fin du mois. Donc tout ceci étant dit, il était grand temps que les Sénégalais, surtout le pouvoir, la machine bien sûr, l'appareil étatique, puissent sans doute prendre leurs responsabilités et essayer de trouver une solution. Et cette solution, c'est quand même qu'il y ait un dialogue. Et il est grand temps que les forces de défense et de sécurité puissent quitter définitivement ces universités, car les étudiants partent à l'université pour apprendre, comme je viens si bien de le dire, c'est le savoir qu'ils cherchent. Ils ne partent pas à l'université avec des armes, ils ne partent pas à l'université avec leur autorisation de port d'armes. C'est juste pour le savoir, c'est par rapport à l'éducation. Alors, M. Ndiaye, quel commentaire vous inspire donc la situation qui prévaut aujourd'hui? Bon, tout d'abord, avant même de saluer vos téléspectateurs, j'ai profité de votre plateau pour présenter mes condoléances à la famille de Feu Fallou Sène. Nous savons tous l'histoire, comment elle s'est déroulée. Ce serait trop gauche de dire que c'est une chose faite exprès. C'est un problème qui existe depuis belle lurette, le problème des bourses. Cette fois-ci, comme par hasard, nous pouvons dire que le système étatique, comme le dit mon co-débatteur, que j'en profite pour le saluer aussi au passage, a dit que c'est l'État. Mais en fait, si nous voyons le problème exact, la situation actuelle, on ne peut pas dire que la faute revient à l'État parce que l'argent a été débloqué, parce que ce n'est pas un problème de douche, ou un problème de lit, ou un autre problème d'ordre pédagogique. Parce qu'on peut dire que l'État a débloqué pratiquement 302 milliards pour le supérieur. Pour la première fois depuis que le Sénégal existe, on a eu à avoir un conseil présidentiel sous l'ère du président Macky Sall. Ça veut dire qu'il est en train de tout faire pour que les étudiants aient des facilités et il consacre tout son temps pratiquement pour que les étudiants aient un meilleur devenir, pour certainement un meilleur devenir du Sénégal. Parce que le savoir qu'ils vont prendre au niveau des universités, le savoir qu'ils vont prendre demain, ce savoir va servir pour l'État, pour le gouvernement, pour le peuple. Donc on va sans doute penser que c'est un problème,
la police, parce que quand je parle de la police, je parle des forces sécuritaires. Parce que c'est la police, en fait, c'est faire une police qui a ramené à la mort de ce jeune étudiant. Nous retournons encore pour présenter nos condoléances sincères au peuple sénégalais, parce que c'est un produit sénégalais issu de l'université Gaston Berger. Nous savons seulement une chose, l'État, au moment actuel, est en train de tout faire pour que justice soit faite, pour que la lumière soit là. Pour que la lumière soit là. Alors, Mohamed Diallo, parmi les solutions qui ont été préconisées, là, c'était à l'origine, c'était donc le paiement des bourses, mais là, les étudiants semblent avoir porté encore la barre un peu très haut en exigeant tout simplement la démission de toutes les autorités impliquées dans la mort de Fadou. Mais ça, c'est le minimum. Ces autorités ne devraient même pas attendre que ces étudiants leur demandent de démissionner. Nous avons suivi en 2000, quand le président Abdoulaye Wade est arrivé à la magistrature suprême, le cas du bateau Le Joola, avec la démission, bien sûr, quand celui-ci a hésité pour démissionner, le ministre des Forces armées, qui avait un ministère de souveraineté. Mais le président n'a pas hésité à enlever son chef du gouvernement, en l'occurrence Mme Madior Boye, le ministre des Forces armées et tant d'autres responsables politiques. Aujourd'hui, par rapport à cette situation, il est grand temps qu'au Sénégal, que les gens comprennent que la démission n'est pas une honte. Si je prends l'exemple de la France, nous l'avons tous suivi, du temps du garde des Sceaux, Rachida Dati, quand elle a démissionné, mais ça n'a pas été une honte. Mais pourquoi alors avoir une honte de démissionner? Le secteur de l'éducation nationale au Sénégal, ainsi que de l'enseignement supérieur, ces deux ministres ne doivent pas attendre pour démissionner. Et c'est valable aussi pour le ministre de l'Intérieur. Donc pour vous, s'il doit y avoir démission, il doit s'agir de quelle responsabilité, par exemple? Par rapport à leur responsabilité, comme je l'ai si bien dit, moi je ne parle pas d'un meurtre, mais par rapport aux actions. Vous prenez des pays comme le Maroc, comme la France et tant d'autres pays à travers le monde, mais vous ne voyez pas de sécurité. Si je prends par exemple l'exemple de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, vous prenez l'avenue Cheikh Anta Diop, juste à l'extérieur, vous voyez les policiers sont à l'extérieur. Vous prenez l'avenue, vous prenez la corniche, vous verrez aussi des policiers à l'extérieur. Mais ça n'a pas de sens. Je viens si bien de vous le dire. Ces étudiants viennent à l'université pour apprendre. Ils ne viennent pas pour... En fait, je n'arrive... Là, je ne comprends plus. Je ne sais plus ce qui se passe au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui déjà, nous prononçons ainsi, demain, ou bien même en sortant de l'émission, on peut me malmener en parlant de l'article 80. Et je ne vais pas me limiter aux universités publiques. Hier, nous l'avons suivi avec les universités privées. Ce qui s'est passé, ces services de l'ordre sont rentrés dans les universités privées. Et ils ont tabassé des gardiens qui, eux, ne méritent pas ce sort. Alors, ils n'ont qu'à démissionner. Le sort du ministère de l'Éducation nationale est valable aussi pour le sort du ministère de l'Enseignement supérieur. Car au sein du ministère de l'Enseignement, au ministère de l'Éducation nationale, il a fallu qu'il y ait un conseil interministériel. Et c'est ce qui est valable aussi pour le ministère de l'Enseignement supérieur. À chaque fois, il faudrait qu'on remonte l'information auprès du Premier ministre. Et tout le monde sait que le rôle du Premier ministre, c'est de coordonner et de propulser les actions du gouvernement. Mais aujourd'hui, à l'entendre parler, il y a deux ministères de souveraineté qui flottent. C'est valable pour le ministère de l'Éducation nationale et le ministère aussi de l'Enseignement supérieur. Ils n'ont qu'à présenter leur démission. Et comme on dit, the right man of the right place, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Que l'on prenne des hommes qui maîtrisent ce secteur et qu'ils puissent vraiment, néanmoins, diriger leur ministère. Alors, Émile Ndiaye, vous pensez que la démission ou bien le limogeage des responsables concernés, en tout cas concernés par d'abord la situation du retard de paiement des bourses et le meurtre de Fallou Sène, alors est-ce que vous pensez que la démission ou le limogeage de ces responsables pourrait apaiser la situation? Je pense que mon ami est en train de faire un amalgame. Parce que parler de 2000 morts à cause d'un bateau vieillissant, c'est différent de parler d'un secteur qui fonctionne, qui est en marche, avec à sa tête un professeur agrégé, en l'occurrence Mary Teuw Niane. On sait que depuis de 2012 à nos jours, les infrastructures universitaires sont à la hausse. Même les étudiants qui chômaient, on a essayé de trouver à ces étudiants qui n'avaient pas de poste, on a essayé de les envoyer dans des universités privées à la charge de l'État. Donc on ne peut pas dire que actuellement, au moment où je vous parle, il y a flottement entre même les deux ministères. Parce qu'il y a un ministère chargé de l'Éducation nationale et un autre ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Tous ces deux ministères fonctionnent. S'il y a des grèves, s'il y a des mouvements d'humeur, ça se comprend parce qu'il y a des erreurs, pour ne pas dire cette fois-ci il y a eu une faute parce qu'il y a eu mort d'homme. Mais c'est un problème financier au moment où je vous parle. Si le Trésor
à débloquer les fonds et au niveau de la banque, il y a eu un flottement, je me permets d'utiliser son terme, il y a eu un flottement, là ça ne relève pas du domaine du ministère, encore moins du Premier ministre. Mais est-ce que cela ne vous semble pas un peu curieux qu'on parle de flottement, comme tu le dis, et que vous dites qu'il y a la banque, il y a des flottements au niveau de la banque, et que curieusement, ce flottement-là est réglé après la mort de l'étudiant? Mais si l'argent n'était pas disponible, je me demande comment la banque aurait pu faire à débloquer une telle somme. Parce que c'est une manne financière aussi. Il faudrait que l'État prenne ses responsabilités. Sur ça, je serais d'accord avec mon co-débatteur s'il utilisait ces termes. Il faut que l'État prenne ses responsabilités, aille à la source pour voir pourquoi, comment ces étudiants ont eu à attendre pour récupérer de l'argent que le Trésor public avait déjà débloqué. C'est ça le problème actuel. Mais pas la démission ou le limogeage de certains responsables. Si le ministère travaille, si le ministère fonctionne, si les étudiants ont eu un problème financier, j'aurais pu comprendre si c'est le ministère de l'économie, des finances et du plan qui avait créé un retard. Mais comme par hasard, c'est la banque, alors qu'on attend d'y voir plus clair pour pouvoir prendre des décisions. Est-ce que la banque aussi n'a pas bon dos dans cette affaire-là? Non, la banque ne pourra pas avoir bon dos parce qu'il y a les justificatifs. Quand l'argent entre quelque part, il y a des justificatifs. L'informatique ne ment pas. Il y aura la date de reçu, il y aura les reçus, il y aura tout ce qui s'ensuit pour savoir si réellement l'argent est arrivé à partir du Trésor public à temps. Si c'est la banque qui a fauté, là, l'État doit prendre ses responsabilités, porter plainte contre la banque parce que ce n'était pas un problème d'un garçon, d'un jeune étudiant nommé Fallou. Il y avait aussi peut-être d'autres personnes qui attendaient cet argent pour régler des problèmes d'ordre familial. Donc, il faut que ça soit très clair, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités, aille au fond de ce problème, à savoir si c'est la banque qui a fauté. Et dans le cas contraire, si faute il y a, et ce sera au niveau du ministère des Finances ou du ministère de l'Enseignement supérieur, là, le gouvernement prendra aussi ses responsabilités. Parce que le gouvernement, il est là pour le peuple. Le peuple, c'est qui? Ce sont ses étudiants aussi. Justement, à propos même de transparence, le dernier conseil des ministres tenu ce mercredi, le chef de l'État, soit le lendemain du meurtre de Fallou Sène plutôt. Alors le président au cours du conseil des ministres a demandé à exiger que l'IGE enquête sur le processus pour voir où se trouve le retard du paiement des bourses. Bon, il parle de banque. Est-ce que ça peut être aussi une solution? Je pense qu'il me rejoint. Il me rejoint dans la mesure où il est important de le rappeler au Sénégal. On ne peut pas toujours remonter des informations au chef de l'État. Dans un pays en voie de développement, certes, nous faisons partie des 25 pays les plus pauvres au monde, mais si nous parlons d'émergence, comme vous aimez si bien le dire, parti et au sein de la mouvance présidentielle, retenez juste une chose. Nous, en tant que Sénégalais, nous avons besoin d'une lumière. Moi, Mohamed Diallo, j'enlève ma casquette de leader politique et de chef de parti, et aujourd'hui, je me mets à la place des parents de Fallou Sène. Par rapport à cette situation, ce que les Sénégalais doivent comprendre actuellement, c'est qu'aujourd'hui, le président de la République a le pouvoir de nommer aux postes civils et militaires. Il fait confiance à des hommes en leur nommant à des ministères de souveraineté. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu réussir leur mission, car à l'entendre parler, il veut juste limiter le débat à Fallou. Il ne s'agit pas d'un problème de l'UGB, de Gaston Berger de Saint-Louis, non. Demain, ce sera un autre cas pour l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ensuite, cela ne tienne, ce sera le même cas pour l'université Hassan Sek de Ziguinchor, l'université de Bombay, comme je viens vous le dire tout à l'heure, les universités privées. Ça n'a pas de sens. Il faudrait qu'il y ait un dialogue sincère. Il faut que l'État prône pour un dialogue sincère. Et en quoi faisant, c'est de nommer une personnalité neutre. On ne peut pas militer dans un parti, vous le savez, et venir quand même dire aux Sénégalais que moi, je peux gérer tel ou tel ministère. Les gens l'ont suivi. Si je quitte l'enseignement supérieur, je rejoins le cas du ministère de l'Éducation nationale. Vous avez vu l'arrivée du président de la France. Ils étaient obligés de dire aux élèves, vous étiez combien la semaine dernière? Ou bien 2 ou 3 jours avant, 48 heures avant l'arrivée du président. Ils étaient plus de 47 dans une classe. Pour ensuite, maintenant, dire que non, là, maintenant, nous sommes au nombre de 23. Les jeunes ne disent que la vérité. On ne peut pas exiger à la jeunesse, ça, si j'étais à la place du ministre de l'Éducation nationale, j'allais quand même demander des comptes à l'IA. Mais c'est extrêmement grave. Il y a des erreurs qui se produisent. Je ne suis pas là pour critiquer le gouvernement.
mais pour essayer d'apporter des solutions. Mais le ministre de l'enseignement supérieur, quand même, il est censé connaître tous les problèmes. C'est un universitaire, c'est un... voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Il a été recteur de l'université de Saint-Louis, donc il connaît bien les problèmes dans cette université. Étant recteur à l'université dans une localité, il pouvait sans doute comprendre cette situation. Mais mis à part cela, si ces hommes préfèrent aller sur le terrain politique, éviter de gérer des dossiers du ministère, ou bien attendre la veille du Conseil des ministres pour savoir, par exemple, comment ça se passe, le brouhaha dans les ministères, c'est quoi? C'est de recevoir, je veux dire, les audiences politiques et de mettre les parapheurs à côté. Il est grand temps que les Sénégalais puissent savoir que nous faisons partie des 25 pays les plus pauvres à travers le monde. Là où d'autres chefs d'État prennent le bus, le métro, le RER, des chefs de gouvernement qui le font dans pas mal de pays et même des tramways. Nous, on roule avec une casquette de leader en se disant qu'aujourd'hui, pour pouvoir convaincre les Sénégalais, c'est de les éclabousser. En quoi faisant? Une ligne téléphonique, voiture climatisée, un logement de fonction et tant d'autres. Il faut qu'on essaie de voir aussi nos ambitions à la baisse et surtout être à l'écoute du peuple. Car c'est ce peuple qui, au soir de février 2019 aussi, fera la différence. Donc on ne sous-estime pas un peuple. À vous entendre parler, d'accord, on ne minimise pas un cas. C'est un délit. C'est un délit. Quoi qu'il advienne, c'est un délit. Il y a une mort d'homme. Ce jeune Fallou que les Sénégalais ont perdu hier, il pouvait bel et bien être ton jeune frère. C'est extrêmement grave ce qui arrive au Sénégal. Si ça arrivait en Gambie, le ministre n'allait pas hésiter à démissionner. Alors pourquoi au Sénégal nous avons ce complexe de démissionner? Ce n'est pas que cette autorité a eu à échouer dans cette mission que l'État lui a confiée. Mais souvent, il y a des circonstances où l'autorité ne doit pas attendre pour présenter une lettre de démission. Alors, l'implication de l'IGE pour régler un peu, pour voir où se trouve véritablement le retard dans le paiement des bourses, la meilleure solution? En fait, c'est ça le problème. Mon cher co-débatteur est en train de vraiment tourner les choses indirectement. Moi, je n'ai jamais dit que c'était un cas isolé. Fallou Sène, je le respecte. J'ai présenté ses condoléances à sa famille. Je l'ai même fait avant d'être sur ce plateau. Il faut qu'on arrête de faire un débat et d'essayer d'enfoncer l'autre. Parce que vous avez parlé d'émergence. Vous avez été émergent jusqu'à quand? Jusqu'à pouvoir créer un parti politique. Ça veut dire que l'émergence marche pour vous? Du tout. Ok, je passe. Concernant ce que le président de la République, M. Macky Sall, a dit, il a été très clair. Quand le président rappelle l'IGE pour un dossier, cela veut dire que c'est très important pour lui. Je le rappelle, moi, personnellement, je n'ai jamais été dans un ministère. Je milite dans l'APR depuis 2008-2009. Je n'ai jamais été dans un ministère pour prendre un rendez-vous. Donc peut-être que c'est vous qui connaissez ces rouages. Parce qu'un ministère, c'est pour travailler. Ceux qui y vont doivent travailler. Là, je suis vraiment désolé. Vous prenez quelqu'un d'autre comme exemple, ou vous prenez pour exemple, mais moi, je n'ai jamais été dans un ministère pour demander une audience politique. Donc, c'est des détails qu'il faut faire attention avant de les prononcer. Parce que vous êtes en train de dire, parce que vous êtes en train de mettre à genoux des institutions qui travaillent du matin au soir pour votre bien-être, pour le bien-être de votre famille, pour le bien-être de tous les Sénégalais. L'IGE est en train de travailler. Je sais que depuis 2014, avec la première erreur survenue pour le paiement des bourses, le président de la République avait dit qu'il faut que ça s'arrête. Après la mort d'un étudiant, Bassirou Faye. Oui, c'est toujours un problème au niveau de l'université. Il faut qu'on soit aussi honnête. Nous sommes jeunes, nous avons été jeunes. Que ce soit de l'opposition ou quelqu'un qui a un problème contre l'État, je pense qu'on doit être assez mûr pour pouvoir demander notre dû correctement, humblement, sans pour autant aller à créer un boucan, que ce soit au niveau des forces de l'ordre, que ce soit au niveau du citoyen tout court. Parce que créer un problème, on ne peut pas dire que tout le temps, ce ne sont que les étudiants qui sont dans ces rouages-là. Il y a des gens qui sont aux alentours de l'université, qui ne cherchent que des pépins, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient du parti au pouvoir, ce n'est pas important. Ils ne doivent pas entrer dans l'université, dans les universités. Parce que les universités, c'est pour la quête du savoir. Ce n'est pas pour créer des problèmes. Ce n'est pas pour en quelque sorte, créer, je ne sais pas, des émeutes, tout ce que vous voulez. L'université est là. Tous ceux qui y vont, ils vont pour avoir des connaissances et servir leur peuple demain. Donc, ce n'est pas
à moi de dire que ces jeunes étudiants ne sont pas, ce qu'ils font, ce n'est pas normal. Ce que je veux, c'est que l'IGE fasse son travail, que les bourses soient payées à temps, vu que la manne financière est en train d'augmenter et le gouvernement est toujours en train d'essayer de mieux faire pour ses étudiants. Pour le supérieur, les enseignants du supérieur, le gouvernement a eu à débloquer plus de 12 milliards ou 21 milliards pour les mettre dans de bonnes conditions à ce que ces étudiants reçoivent de bons cours, des exemples, des fiches, tout ce que vous voulez. Il faut qu'on arrête de parler parce qu'on est opposant. Il faut qu'on trouve des solutions ensemble. Nous sommes tous des Sénégalais. Mais il ne faut pas avoir la casquette d'opposant pour mal parler contre l'autre parce qu'il est au pouvoir. Cette personne ne me plaît pas, ce n'est pas grave. Mais le Sénégal devrait vous plaire. Le Sénégal devrait être votre number one. Alors faites de sorte qu'il y ait du meilleur. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que Mohamed Diallo, c'est parce que si les étudiants sont arrivés à se radicaliser, c'est parce que tout simplement, il y a des cas antécédents, je veux parler de la mort de Bassirou Faye, et que bon, voilà, ça a fini presque, je ne dirais pas un queue de poisson, mais que l'enquête traîne, et que là, cette fois-ci, ils exigent, disent qu'ils ne retourneront pas dans les classes tant que ce n'est pas réglé. Vous savez, par rapport à la présomption d'innocence, il y a un débat que je vais éviter, c'est le débat de bas étage. Mais par rapport à la présomption d'innocence, au Sénégal, nous avons la chance d'avoir une justice autonome et transparente. Ça, au moins, j'applaudis des deux mains. Et je salue au passage, d'ailleurs, le garde des Sceaux, ministre de la Justice. C'est juste pour rappeler aussi à mon co-débatteur que je ne suis pas un opposant. Je suis là pour le peuple, je suis le plus jeune chef de parti politique au Sénégal. Ce qu'il faudra retenir sur cette situation, d'abord, c'est qu'aujourd'hui, ces étudiants, suite à ce qui s'est passé réellement à l'université après le cas Bassirou Faye, mais plusieurs années jusqu'à présent, les Sénégalais ne savent pas ce qui se passe, la situation réelle. C'est qu'au fait, il y a un point I. On ne peut pas quitter le point I pour aller au point I'. Ça n'a pas de sens. Il faudrait que les gens reviennent à la raison. Il faudrait que les Sénégalais nous disent ce qui se passe réellement. L'État doit pouvoir communiquer davantage. Il y a un porte-parole du gouvernement. Il y a un ministre de l'enseignement supérieur, il y a un ministre de l'éducation nationale et tant d'autres leaders qui peuvent sans doute communiquer et nous dire ce qui se passe réellement. Vous savez, j'applaudis des deux mains quand j'entends parler le directeur de la sécurité publique lors d'une tournée. Il a sans doute parlé à ces hommes en leur disant, écoutez, Allah subhanahu wa ta'ala a si bien dit telle chose dans le livre saint du Coran. Nous l'avons suivi aussi avec ce gendarme qui s'est prononcé aux étudiants en leur disant, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez marcher? Allez-y, on va vous encadrer. Nous avons été étudiants. Ça, c'est un discours franc. C'est un discours que nous allons applaudir des deux mains. Ces étudiants qui aujourd'hui sont étudiants, demain seront des ministres de la République. L'un d'eux sera président de la République du Sénégal. L'autre sera un chef du gouvernement. D'autres seront des députés à l'Assemblée, des sénateurs, des membres du Conseil économique, social et environnemental, d'autres dans le commandement territorial comme gouverneur, préfet et tant d'autres. Donc, il faudrait qu'il y ait une considération face à ces étudiants. On ne peut pas les sous-estimer. Les sous-estimer, c'est quoi? C'est de continuer à pouvoir les marginaliser. Moi, la proposition que j'ai eu à faire et le communiqué que j'ai signé au nom de mon parti, c'est qu'aujourd'hui, nous demandons au chef de l'État, le chef suprême des armées, de retirer les forces de défense et de sécurité à l'université. On en viendra. Alors, M. Emine Ndiaye, certains estiment que, vu la gravité de la situation, le chef de l'État devrait s'adresser à la nation. Certainement, et il le fera, parce que là, il est en train d'attendre certainement que l'IGE puisse lui donner un rapport. C'est une chose, comme je disais tantôt, ce n'est pas un cas isolé, c'est un cas qui s'est répété. Alors, il faut que le gouvernement fasse attention, parce que c'est des bourses, mais demain, il peut y être autre chose. Avant que cela ne dégénère, le chef de l'État certainement prendra ses mesures, et je sais qu'il le fera, parce que lui, c'est le président de tous les Sénégalais. Et comme mon co-débatteur dit tout le temps, ce n'est pas un problème de leader qui nous intéresse. Nous avons un leader. Notre leader, c'est le bien-être des Sénégalais. Absolument. En l'occurrence, actuellement, le président Macky Sall est en train d'œuvrer sur cette voie, alors nous sommes derrière lui. Alors, actuellement, ce que nous pouvons faire, c'est de demander aux étudiants de se calmer, parce que ce sont eux le futur de la nation. C'est eux qui doivent montrer le bon exemple. C'est eux qui sont là pour la jeunesse, parce que même les élèves qui sont en primaire, au primaire, en terminale ou dans le collège, seront demain des étudiants. Et ils regardent ces étudiants, ces grands frères, ces personnes qui sont des grands frères pour eux. Alors je leur demande de se calmer, d'attendre que le président de la République prenne ses responsabilités comme il sait si bien le faire. C'est un cas, nous le regrettons.
s'il y a mort d'homme ou meurtre, parce que je ne veux pas utiliser ce terme, je ne suis pas juriste, je ne suis pas dans les enquêtes, on peut comprendre qu'il y a eu une faute. Mais avec cette faute, on ne peut pas dire que rien ne marche. Mais n'oubliez pas que le député Ousmane Sonko a rappelé que l'opposition a toujours en 2007, en décembre 2007, avait déjà décrié ou bien interpellé le ministre Mary Teuw Niane sur le retard des bourses. C'est ce que je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure. En 2014, le président Macky Sall avait demandé à ce qu'on fasse tout pour qu'il n'y ait plus retard de paiement de bourse. Dans ce cas précis, j'ai eu les preuves que le Trésor public avait déjà décaissé l'argent depuis le 30 avril. Vous en avez les preuves? Certainement. Et on l'a vu aussi dans un communiqué. Maintenant, on doit regarder, on doit voir où se situe le problème, l'erreur qui a engendré toute cette situation, où on a vu mort d'homme. Il faut que cela se règle aussi. Peut-être que l'IGE fera son travail sous peu. Non, l'IGE fera son travail parce que l'IGE fait toujours son travail. Et dans ce cas précis, l'IGE fera son travail et par rapport à ça, le président Macky Sall prendra certainement ses responsabilités. Le président Macky Sall, pour vous, Mohamed Diallo, doit-il s'adresser à la nation dans cette affaire? Oui, d'abord par rapport à l'IGE. L'IGE, c'est un corps d'élite. Nous respectons quand même les membres de l'IGE. Le président de la République, certes, doit se prononcer, mais ça, comme je vous rejoins, c'est que le président de la République doit être en mesure d'avoir toutes les informations. Il a été ministre de l'Intérieur, il a été chef du gouvernement et président de l'Assemblée nationale. On peut dire que c'est le premier flic du pays. Donc, s'il détient toutes les informations, le peuple sénégalais, quand même, s'attend à ce que l'autorité puisse se prononcer sur la situation et nous dire ce qui s'est réellement passé. Parce que nous, en tant que Sénégalais lambda, peut-être que nous ne sommes pas là pour pouvoir détenir des informations. Nous ne sommes pas là pour pouvoir dire que c'est une banque qui gère un budget, un État, voté à l'Assemblée nationale. Mais nous sommes en mesure d'attendre le discours du chef de l'État. Mais quoi qu'il advienne, nous attendons une sanction de l'État du Sénégal. Et cette sanction doit démarrer par ces deux ministres, que ce soit le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de l'Enseignement supérieur. Cette fois-ci, le ministre de l'Éducation nationale n'est pas impliqué. Mais attendez, ce qui s'est passé aussi face à l'Éducation nationale. Avec les syndicalistes. Avec les syndicalistes, il a fallu que le président de la République règle cette situation. Maintenant, si on remonte, c'est une chaîne. Il ne faut pas oublier que l'État est une chaîne. Nous, je n'ai jamais été ordonnateur de crédit, encore moins administrateur de dépenses, mais j'ai servi à un État. J'ai servi à un État. Donc nous savons ce qui se passe réellement. Nous comprenons la chaîne étatique. Mais ce qu'il faut retenir dans ce genre de cas, c'est que l'autorité en personne qui est le chef de l'État doit pouvoir se prononcer s'il détient bien sûr les éléments. Et que nous, en tant que Sénégalais lambda, que nous puissions sans doute savoir ce qui s'est réellement passé, où le bas blesse, et d'essayer d'apporter une solution. On n'est pas là quand même pour critiquer qui que ce soit, mais on est là pour pouvoir obtenir quand même le maximum d'informations, car nous sommes tous des Sénégalais. En tout cas, présentement, il y a donc deux enquêtes parallèles. D'abord, il faut faire une enquête pour savoir où se situe. Alors, quelle est la cause véritable du retard du paiement des bourses? Et ensuite, qui a véritablement tué Fallou Sène? Mais ils ne peuvent pas se limiter à l'université Gaston Berger. Tout ça, je rejoins mon ami. Ils ne peuvent pas se limiter à l'université Gaston Berger ou l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il y a pas mal d'universités, tout à l'heure je les ai citées. L'université de Thiès, l'université de Bombay, l'université Assane Seck de Ziguinchor et tant d'autres. Que le président de la République convoque son premier ministre, que celui-ci convoque ceux qui gèrent, je veux dire, ces dossiers et que les Sénégalais puissent être identifiés. C'est juste ça. Nous cherchons juste une solution. Et comment apporter une solution? Qu'on nous dise que cette crise, ça doit cesser. On ne peut plus continuer à chaque fois qu'on nous dise que, oui, attendez, ça, aujourd'hui, c'est le paiement, demain, c'est à cause de l'électricité, après-demain, ben, écoutez, il y a eu des services de l'ordre qui sont rentrés à l'intérieur, il y a eu tel ou tel cas. Il faut que nous essayions de trouver une solution une bonne fois pour toutes. Voilà. Émile Ndiaye, au-delà donc des bourses qui sont donc à l'origine du décès ou bien du meurtre de Fallou Sène, il y a le véritable problème qui se pose. Est-ce qu'il n'est pas temps quand même qu'on revoie, qu'on pose le débat sur la manière dont les forces de l'ordre encadrent les manifestations des étudiants et même des opposants? Je pense que le débat se situe à ce niveau. Parce que je dirais même que mon ami a peut-être un problème de personne avec Serigne Mbaye Thiam et M. Mary Teuw Niane. Du tout, je ne les connais pas.
Serigne Mbaye Thiam, avec les enseignants, c'était un problème de finance. Ils ne gèrent pas le trésor public. C'est pour cela que ce problème est arrivé à un niveau supérieur, à savoir le Premier ministre, qui plus tard, ce problème a été réglé par Monsieur le Président de la République. Et je profite de cette occasion pour demander à M. Serigne Mbaye Thiam de bien vouloir inviter ces deux enseignants qui sont restés pendant 62 mois sans salaire, parce que ce sont des Sénégalais qui sont comme nous, qui ont une famille, qui ont des problèmes, de les inviter autour d'une table pour qu'ils règlent ce problème, parce que le Président de la République même veut cela, parce que c'est lui le père de la nation. Quant à M. Mary Teuw Niane, vous avez parlé de plusieurs universités, de ne pas se limiter seulement à l'université Gaston Berger. Tout à fait. Mais c'est grâce à M. Mary Teuw Niane et grâce au vouloir du Président de la République pour aider les jeunes de ce pays à avoir les notions modernes des grandes nations que nous avons plusieurs universités maintenant. Tout ce qui a été proposé par le Président de la République, de par son Premier ministre, a été fait sur l'ordre de 98% grâce à M. Mary Teuw Niane. Ça veut dire que le ministère de l'Enseignement supérieur fonctionne. OK, il y a eu ce cas, pour ne pas dire, pour dire cas avec un C majuscule, parce qu'il y a eu mort d'homme. Cela ne voudrait pas dire que le ministère ne fonctionne pas. Cela ne voudrait pas dire que M. Mary Teuw Niane ne mérite pas son poste. Il y a une faute, il faut situer les erreurs, situer les responsabilités et prendre ses responsabilités. Voilà, maintenant par rapport à ma question, je dis, est-ce qu'il n'est pas temps quand même de poser le débat sur, concernant l'encadrement des forces de l'ordre par les manifestations, qu'elles soient des manifestations d'étudiants, de simples opposants ou bien d'enseignants ou quelque chose comme ça, de simples citoyens? Bon. Il faudrait qu'on comprenne d'abord la signification de manifestation. Parce que manifester ne veut pas dire prendre les bus, détruire les bus, bloquer la circulation, créer la zizanie. On peut bel et bien manifester sans pour autant déranger. Moi, personnellement, j'aurais bien aimé que l'opposition, les étudiants, la société civile, quand on manifeste, on le fait de manière ordonnée. Les sittings existent. On peut faire un niet pour quelque chose, je ne sais pas. OK, les bus ne fonctionnent pas comme on veut, on ne prend pas les bus. L'autoroute ne fonctionne pas comme on veut. OK, pour 24 heures, personne ne prend l'autoroute. Ça, c'est des manières organisées de manifester, de faire une lutte. Mais on ne peut pas tout le temps aller contre la police. Parce que cette police, elle est nôtre. Cette police, elle gère notre souveraineté. Cette police, elle nous gère, nous, quand on dort, quand on est à l'aise, quand on mange, quand on fait tout ce qu'on veut à l'intérieur du pays. C'est cette police, pour ne pas dire les forces de sécurité, qui sont là à veiller nuit et jour. Donc, on doit, dans un premier temps, nous revoir, nous, comme personne, comment on fonctionne, comment on se comporte, et ensuite, revoir le comportement de ces policiers. Parce que c'est par rapport à nous qu'eux aussi qui font des erreurs. Parce que je ne dis pas que ce qu'ils font, c'est bon, c'est bien. Non, ils peuvent eux aussi gérer des situations plus graves que celles-là. Mais nous aussi, on a notre mot à dire, on a nos modes de comportement à revoir aussi pour manifester. Est-ce qu'il n'est pas temps, M. Mohamed Diallo, de revoir quand même l'encadrement, de poser le débat sur l'encadrement de ces manifestations, puisqu'on accuse souvent les forces de l'ordre d'user souvent de méthodes trop draconiennes pour encadrer ou bien pour disperser certaines manifestations? Vous savez, par rapport à la manifestation, il faudrait que les Sénégalais comprennent que tout un chacun a le droit de manifester. C'est écrit dans la Constitution. C'est écrit dans la Constitution. De manière pacifique. Bon, je vous laisse continuer alors. Oui, allez-y. Si vous voulez. Allez-y, oui. Les Sénégalais, ils ont le droit de manifester. Mais il faudrait quand même que les gens puissent comprendre que l'arrêté préfectoral, aujourd'hui, on peut l'accorder à un X ou un Y. Mais avec ou sans arrêté, les Sénégalais ont le droit de manifester. Aujourd'hui, je sors, je manifeste. Comme la fois dernière, par rapport à cette loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, au parrainage, je sors. Bon, on nous jette des lacrymogènes et tout. La seule question que je me pose, c'est que ces services de sécurité qui doivent nous encadrer, qui nous jettent des lacrymogènes, qui nous tabassent et tout. Maintenant, la question que je me pose, si demain nous arrivons à la magistrature suprême, si un monsieur X était un 2V, le temps que je fasse peut-être moi une petite mission quelque part ou que je prends le temps d'apprendre ou d'avoir une bonne carrière en politique et d'arriver à la magistrature suprême, ce monsieur X devient un général ou bien un chef suprême, un chef d'état-major et tout ça. J'arrive moi comme un chef suprême des armées. Ce monsieur X, avec quel œil il pourra me regarder? Il faudrait que ça cesse. Vous savez, l'encadrement dans un pays, comme on dit, nous pouvons parler de consensus, nous pouvons parler de dialogue et tout ce qui s'ensuit, mais il faut qu'il y ait aussi un respect.
que vous voyez à l'université. Mais ils ne sont pas armés. Je l'ai dit tout à l'heure. Ils ne sont pas armés. Ils ne sont pas en guerre non Mais plus. ils ne sont pas en guerre. Ces policiers qui les attaquent, ou bien, je ne sais pas, ces services d'ordre qui les attaquent, ces services de sécurité, même si on dit que nous avons reçu instruction, ou bien nous avons reçu un appel du recteur de l'université. Attendez, mais ce recteur ira tôt ou tard à la retraite. Ce recteur a une famille. Peut-être bien que ce recteur, avant même d'être recteur, il a été étudiant. Mais s'il recevait ces coups ou ces grenades, vous pensez qu'il serait là aujourd'hui? Non. Il faut que les gens, quand même, puissent revoir leur mode de fonctionnement. En quoi faisant? C'est de quitter définitivement les universités. Vous avez recruté pas mal d'ASP. Dans la Constitution, vous n'allez pas voir les forces de défense et de sécurité, que ce soit dans les corps militaires ou les corps paramilitaires, les ASP. On n'a qu'à les déployer dans les universités. Ils pourront cependant peut-être jouer le rôle de médiateur, accompagner les étudiants. Ils ont un autre rôle à jouer. Ils peuvent le faire. Mais aller à l'université, se braquer comme si nous étions en guerre, mais c'est extrêmement grave. Ça, c'est un citoyen, j'enlève ma casquette de chef de parti, mais c'est un citoyen qui s'adresse au chef de l'État pour lui demander au service de l'ordre, de leur donner des instructions fermes à ce que ces services de l'ordre quittent l'université. Alors, M. Émile Ndiaye, il y a même d'ailleurs une organisation de la société civile nommée le Forum des justiciables qui a annoncé une plainte au niveau de l'ONU et de la Cour de la justice de la CEDEAO pour, en tout cas, usage exagéré, irrégulier d'armes à feu contre les citoyens sénégalais. Mais je pense que demander au président de la République de retirer les forces de l'ordre au niveau des universités, je pense que c'est une demande retardataire, parce que ça a été déjà décidé. Et vous prendrez comme exemple l'université Cheikh Anta Diop. Donc, c'est une demande qui n'a pas son sens. Maintenant, je ne me permettrai pas de me mettre à votre position pour rabaisser la mentalité des étudiants. Ces étudiants n'ont pas besoin, je le dis haut et fort, n'ont pas besoin d'ASP ou de qui que ce soit pour les calmer. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils font, ils ont eu des problèmes d'attente de leur paiement qui a dépassé peut-être un délai qu'ils n'ont pas pu concevoir, ils ont manifesté. C'est la suite qui n'a pas été logique, c'est la suite qui n'a pas été positive. C'est ça le problème. Mais ces étudiants n'ont pas besoin. Ils ont des syndicats, ils ont des gens qui savent parler pour eux, ils ont tout ce qu'il leur faut. Dans ce cas de figure, il y a une faute et cette faute doit être réglée pour qu'il n'y ait plus ce genre de choses au niveau des universités du Sénégal. Venons-en à la question. Donc, le Forum du justiciable qui annonce donc une plainte contre l'État du Sénégal pour usage irrégulier d'armes à feu contre les citoyens. Mais c'est pas normal qu'on utilise une arme à feu dans une université. Ce n'est même pas normal au niveau dans certains endroits. Pour cela, je suis parfaitement d'accord, je suis en phase. Parce que quand on est sénégalais, on se doit de dire les choses comme elles sont. On n'a même pas le droit d'aller vers des étudiants ou dans une manifestation avec des armes à feu. On n'a pas ce droit-là. Même si on est gendarme, même si on fait partie de la sécurité, des forces de sécurité, il faut savoir comprendre une manifestation interne au niveau de son propre pays où on réclame un dû, où on veut quelque chose de plus, où on veut quelque chose de mieux. Là, l'arme n'a pas sa place là-bas. Justement, à propos donc de la plainte annoncée du Forum du justiciable, par rapport à cette plainte, il fallait usage exagéré, irrégulier d'armes à feu contre les citoyens. Il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Pour une plainte, il fallait s'y attendre. Maintenant, bon, s'il me dit que je ne suis pas au courant par rapport à ce qui se passe à l'université ou que je ne suis pas en train de suivre ce qui se passe, ben, monsieur, là, je suis vraiment désolé. Donc, la question que je me pose, alors comment on a tué quelqu'un? Alors là, ça, c'est une question que j'aimerais bien vous poser. Ces étudiants, comme j'ai si bien, je le répète, je réitère mes propos, les étudiants ne sont pas armés. Moi, la question que je me pose, c'est que là où j'habite à Dakar, je me réveille à Dakar, je passe à l'avenue Cheikh Anta Diop, mais je vois des services de l'ordre, des services de défense et de sécurité se mettre en faction devant l'université Cheikh Anta Diop. Je prends la corniche, idem. Et ça n'a pas de sens. Ils viennent pour chercher le savoir. Ils ne viennent pas aussi à l'université pour faire du boucan ou du brouhaha. Vous avez parlé de bus. Vous pensez que ces étudiants viennent pour brûler des bus? Non. Qui vous dit qu'il n'y a pas de délinquants qui se cachent derrière? C'est fort possible.
C'est fort possible. Jusqu'à présent, nous parlons de présomption d'innocence. Vous m'avez entendu tout à l'heure, j'ai bien dit que je respecte la justice sénégalaise. Nous avons une justice autonome et transparente. Mais pour un cas qui se répète à nouveau, on ne sait pas si demain ça peut arriver à mon jeune frère, à mon neveu. Et tout cela, c'est par l'usage des armes à feu. Mais c'est à l'usage des armes à feu. Il faut que ça cesse. Il faut que ces gens, quand même, puissent comprendre que ces étudiants ne sont pas armés. Aujourd'hui, si j'avais un jeune frère ou un neveu qui continue à fréquenter, je veux dire, l'université Gaston Berger de Saint-Louis, je vais lui dire, bah, écoute, Djambar, comme tu viens de le dire à Wolof, bah, reste chez toi, on va voir la situation. Mais est-ce qu'il faudrait aussi parler aux étudiants, parce que les pierres aussi, cela ne fait pas partie. Mais ils n'ont pas d'armes pour se défendre. On ne peut pas me trouver dans ma propre chambre à l'université et me tirer. Ça n'a pas de sens. Comme je vous l'ai si bien dit, en quittant leur chambre, c'est pour aller vers les réfectoires ou bien aller dans leur salle pour étudier, apprendre leurs leçons et rentrer chez eux. Mais ils ne viennent pas à l'université pour être attaqués. Ça, c'est un débat que l'autorité, je parle à un degré très élevé, c'est le chef de l'État qui est le chef suprême des armées, qui est le gardien de la Constitution. C'est une personnalité qui a été élue. Demain, ce ne sera pas à son ministre de l'Éducation nationale ou au ministre de l'Enseignement supérieur de faire un discours pour rendre compte aux Sénégalais. Non. En 2019, certes, il aura un directeur de campagne, mais ce sera à lui de défendre un bilan. Nous l'avons si bien vu au Sénégal, ce qui s'est passé. Donc, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Ablaye de son dernier directeur de campagne, nous l'avons bien suivi. Tous les Sénégalais ont suivi ce qui s'est réellement passé. Par la suite, qui a été chef de gouvernement, Premier ministre, et pour revenir être maintenant un PCA. Ça n'a pas de sens. Alors, M. Emindaï, si tu avais un message à adresser aux étudiants, quel serait-il? De se calmer, de comprendre la situation et d'exiger qu'il n'y ait plus ces genres d'erreurs au niveau des paiements. Parce que le gouvernement, comme je l'ai dit tantôt, en parlant de bilan, si on prend le bilan de ces deux ministères, à savoir le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, on ne peut pas dire que le président n'a pas de bilan. Parce que même les réfectoires dont il parlait, que les étudiants étaient en file pour faire la douche et tout ce qui s'ensuit, on a vu une nette amélioration de ces étudiants avec la construction de ces réfectoires, la construction des toilettes et tout ce qui s'ensuit. Donc, laissons les ministères travailler, essayons de progresser ensemble, mais tout en ayant un œil sur les erreurs commises dans le passé. Parce qu'il faut s'appuyer sur le passé pour essayer de créer un futur meilleur. Je sais que le gouvernement, à l'état actuel, travaille. Le président Macky Sall a un bon bilan, et dans tous les domaines. Et nous savons déjà qu'en 2019, ce sera qu'un passage parce qu'il n'y a pas mieux que lui au Sénégal. Alors, Mohamed Diallo, en tant que jeune leader, quel message pouvez-vous porter aujourd'hui à l'endroit des étudiants? À l'endroit des étudiants, tout d'abord, je ne peux que demander au chef de l'État. Vous savez, les étudiants aujourd'hui, moi je me mets à leur place. Je me mets à la place de leur famille. Je sais qu'ils ont mal, ils ont très mal. Mais encore une fois de plus, en tant que Sénégalais lambda, je ne peux que leur demander de garder leur calme et leur sérénité. Car ce Sénégal nous appartient. Mais je ne vais pas accepter aussi que l'on critique les étudiants en leur disant, comme je l'ai si bien dit tout à l'heure, par rapport aux bus que les gens cassent dans les ruelles de Dakar ou un peu partout à travers le Sénégal, c'est la faute aux étudiants. Non. À chaque fois qu'il y a une manifestation, on ne peut pas savoir qui est là pour gérer telle ou telle situation. Si on a peut-être des drones, vu leur service de défense et de sécurité, s'ils ont des drones pour pouvoir surveiller chaque acte, fait et geste, qu'ils nous le disent. Mais aujourd'hui au Sénégal, nous parlons de paix et de stabilité, ainsi qu'une cohésion nationale. Alors, merci. Cela donc nous amène à passer donc à la seconde actualité. Je vais parler donc du de l'installation la semaine dernière du comité de suivi du dialogue politique, pour ne pas dire du processus électoral, l'audit du fichier. On a constaté tout simplement, M. Emile Ndiaye, que cette fois-ci encore, après donc avoir boycotté les débats au niveau donc du parrainage, l'opposition n'est pas venue à faire la politique de la chaise vide lors donc de l'installation de ce comité de suivi électoral. Mais ce n'est pas une nouveauté, parce que cette opposition, comme on dit, elle ne l'est que de nom, parce que c'est avec le nom du référendum qu'elle est en train de toujours continuer à essayer de créer la zizanie, mais ce n'est pas en faisant cela qu'elle prend ses responsabilités. Parce que ces opposants ont demandé
à que le fichier soit regardé, contrôlé, audité. Ça a été fait. Le président Macky Sall les a appelés autour d'une table. Il ne faut pas oublier que après le référendum, lors du changement, lors des 15 points, à savoir les députés de la diaspora, c'était cette opposition qui n'avait pas répondu présente pour savoir où on allait pêcher les 15 députés, soit 165 ou 150 et prendre les 15 dedans. Ces opposants n'ont pas répondu présent. Le président Macky Sall a été obligé de faire un appel d'urgence au niveau de l'Assemblée nationale pour que le vote soit fait, pour que cette loi puisse intégrer, pour respecter le calendrier républicain. Cette fois-ci, si cette opposition fait cela, ce n'est pas une nouveauté. Cette opposition sait ce qu'elle vaut. Mais je conseille à ces chefs opposants de venir autour d'une table pour discuter. Parce que même si actuellement, ils savent bel et bien qu'il n'y a pas match, en 2024, ce sera le même jeu qui va se propager. Alors s'il y a des erreurs, qu'on vienne régler ça ensemble autour d'une table, parce que c'est pour le Sénégal, c'est pour les Sénégalais, c'est surtout pour les citoyens qui vont voter. Alors, est-ce normal, M. Diallo, que l'opposition continue à faire la politique de la chaise vide? Il ne s'agit pas Quand il s'agit de dialoguer, je veux dire. Il ne s'agit pas de faire ce que vous appelez peut-être la chaise vide au sein d'une politique au Sénégal. Mais je vais prendre l'exemple de la France, du temps du président Valéry Giscard d'Estaing. Vous le voyez, il se réveillait très tôt et il recevait sans doute les éboueurs, les maçons, les menuisiers et tant d'autres, que ce soit le secteur informel. Hein. Mais ici au Sénégal, j'ai pas mal de questions à poser à l'autorité. Ce qui est important et ce qu'il faut retenir dans ce genre de situation, le dialogue ne peut pas se limiter aux chefs de parti. Il y a des partis cabines téléphoniques qui sont allés répondre à l'appel de l'autorité. Mais le chef de l'État, il doit prendre en considération le discours de tous les Sénégalais, qu'ils soient de la mouvance présidentielle, de l'opposition, de la société civile, de la troisième voie, mais aussi du secteur informel. Il a la chance d'avoir des gouverneurs qui, dans chaque localité du pays, représentent l'exécutif. Il reçoit des baires par rapport à ses bulletins de renseignement. Il peut bel et bien demander à ses représentants de l'exécutif dans chaque localité du pays que ces hommes puissent sans doute lui apporter des bulletins, qu'il sache ce qu'il en est dans chaque localité, qu'il fasse le déplacement. Nous avons la chance au Sénégal d'avoir un président jeune. Il est jeune. Aujourd'hui, je le verrais bien se réveiller, peut-être nous sommes dans un mois béni, aller manger dans un tangana. C'est un chef d'État dont j'ai beaucoup d'estime et de respect. Mais que les Sénégalais, que ce dialogue franc ne peut pas se tenir sans qu'il n'y ait de la part de l'autorité ce que les Sénégalais demandent depuis le premier jour. Nous parlons d'une élection présidentielle dans quelques mois. Les Sénégalais lui ont demandé de nommer un nouveau ministre de l'Intérieur, d'enlever M. Aly Ngouille Ndiaye. Abdoulaye Wade avait réuni plus d'1 million de personnes à la VDN en disant que moi, j'ai remporté les élections et je compte les remporter dès le premier tour. Nous avons entendu ce jour-là les orateurs, ceux qui parlaient de ma carte, ma caution, et tant d'autres qui l'ont abandonné par la suite. Ceux qui sont là aujourd'hui pour parler de 65 000 signatures, d'autres qui disent au président Macky Sall, vous aurez 1 million de signatures, mais attendez, nous ne sommes pas encore là. C'est au vote, c'est aux Sénégalais de faire leur choix. Personne ne peut se mettre à la place d'un Sénégalais et dire que nous avons déjà remporté les élections. Ça, c'est un manque de respect aux Sénégalais. Ils disent dès le premier tour. Absolument. C'est un choix. Par rapport au militantisme, quelqu'un peut dire que, bah, écoutez, je milite dans un parti. Mon choix, c'est que j'ai un candidat. Mon souhait, c'est qu'il remporte les élections. Mais personne ne peut garantir, face à un bilan, que ce candidat, qu'il soit du pouvoir ou de l'opposition, peut bel et bien remporter les élections. Quand Macky Sall arrivait à la magistrature suprême, personne ne pensait qu'il allait remporter ces élections. Personne. J'étais à ses côtés. J'étais un de ses collaborateurs. Je parle en connaissance de cause. Aucun Sénégalais ne pouvait s'attendre à cette victoire. Mais c'est un choix. Comme on dit, c'est une mouvance qui est arrivée. Nous respectons ce choix. Donc attendons au soir, février 2019, pour que les Sénégalais puissent décider. Mais que le président de la République comprenne une chose, ce choix, ou bien ce dialogue dont il prône, il incarne en disant chaque fois, je le suis à la télé, en disant que j'invite l'opposition à venir me rejoindre, j'invite l'opposition à venir échanger, que l'on puisse parler d'un dialogue franc.
ça peut bel et bien se tenir. Mais qu'il choisisse ses collaborateurs, des hommes de qualité qui pourront l'entourer et qui demain, l'erreur du président Wade ne lui arrive pas, car le président Wade, c'est ses plus proches collaborateurs qui lui ont lâché. Ils l'ont laissé. Ses plus proches collaborateurs, ces hommes qui ont été premiers ministres, chefs de cabinet et tant d'autres. Donc aujourd'hui, pour le président Macky Sall, moi s'il m'appelle pour un dialogue franc, j'ai bien dit un dialogue franc, j'irai répondre. J'irai répondre à l'appel du chef de l'État. Mais vous ne pensez pas que ces concertations autour du fichier électoral sont quand même importantes? Bon, vous savez, par rapport à l'audit du fichier électoral, je n'y trouve aucun inconvénient. Mais vu que le Sénégal regorge des hommes de qualité, des hommes de valeur, qui méritent aujourd'hui leur place dans le système, vous prenez le cas du directeur de l'administration et des fichiers, le DAF, qui est au sein du ministère de l'Intérieur, mais il est à la retraite. Il a un contrat, il est contractuel. Vous prenez le cas du directeur général des élections, il est à la retraite. Mais c'est extrêmement grave. Il y a combien de commissaires divisionnaires de classe exceptionnelle qui attendent et d'autres administrateurs civils de classe exceptionnelle? Pourquoi les maintenir à ce poste? Par rapport à la vision sur le plan international, les gens nous observent. Comme on aime si bien le dire en Wolof, Narafet. Voilà, est-ce qu'on parle de 2019, mais n'oubliez pas que, M. Émile Ndiaye, que jusque-là, l'opposition et le pouvoir ne s'entendent presque sur rien du tout. Alors tout d'abord, si mon ami Mohamed est un voyant, cette fois-ci, il est passé à côté. Parce que moi, personnellement, je le dis en direct, en 2010, je disais à tout le monde que le président Macky Sall, le président de l'APR, sera le président du Sénégal. Et on me riait dessus. Ça, je peux le dire à haute voix. Parce que j'ai vu la personne, je sais ce que veulent les Sénégalais et c'est ce qu'elle incarnait. Alors, s'agissant des Sénégalais, vous dites qu'il faut respecter les Sénégalais. Mais de quels Sénégalais parlez-vous? Si vous parlez des 65% des Sénégalais qui ont voté pour le président Macky Sall, ces 65% de Sénégalais n'ont jamais demandé à ce que Aly Ngouille Ndiaye quitte. Ces 65% de Sénégalais respectent leur vote. En quoi faisant? En laissant la priorité au président Macky Sall de décider pour notre devenir. Ces directeurs dont vous parlez, ils sont là depuis belle lurette. Ils étaient là avant le président Macky Sall. Ok. Je suis désolé. D'accord. Nous n'avons pas le même directeur des élections qui était là en 2012. Non, je suis désolé. D'accord. Moi, le directeur que j'ai vu, il était là en 2012. Comme et c'est le adjoint. même. Pas comme adjoint, mais il était dans le système. Mais être dans le système... Maintenant, non, il est là-bas. Non, je peux terminer. Je vous laisse 2 minutes. Du tout, bien au contraire. Allez-y, continuez. Allez-y. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Que le président Macky Sall change ses personnes? Du tout. Sachant qu'actuellement, au moment, à l'ère du numérique, personne ne peut voler des élections. Je n'accuse personne de voleur. Non, je demande. Ne me faites pas dire des propos. de... Ok, allez-y, après alors, je vous pose la question. Non, allez-y alors. Oui, allez-y, vous avez la parole, Émile. Alors, on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Le président Macky Sall a été élu souverainement président de la République. Mais l'opposition a le droit quand même de poser des doléances. Ok, l'opposition a le droit de poser des doléances. Mais quelles doléances? Des doléances qui n'ont pas de sens. Enlevez cette personne, faites ceci, faites cela. Vous trouvez que ça n'a pas de sens? Il y a quelque chose de beaucoup plus sensé, de beaucoup plus important. C'est quoi? Comment voter? Que faire pour des élections transparentes? C'est ça. Mais ça aussi, c'est l'une des exigences de l'opposition. Non, je vous ai dit tantôt qu'avec le numérique, personne ne peut voler des élections. Dans un bureau de vote, les partis ont le représentant. À 18h ou à 20h, on ferme le bureau, on fait le décompte. Je prends mon téléphone, je fais une photo, je l'envoie via WhatsApp. On ne peut pas me voler le nombre de votants que j'ai. Alors, ce n'est pas la personne qui est importante. C'est le mode de faire qu'on devrait revoir. Et ce mode de faire, c'est quoi? On les appelle à venir vers ce mode de faire. Ils ne veulent pas. Est-ce que ce sont réellement des opposants ou ce sont des personnes opposées à la personne du président Macky Sall? C'est le problème qu'il faut se poser actuellement. C'est là le débat. Parce qu'on n'a jamais vu des représentants de l'opposition dire quoi que ce soit sur quelque chose de concret pour le développement du Sénégal. Ils ne parlent que du président. Ils ne parlent que de détails. Il faut qu'ils arrêtent cela. Il faut qu'ils savent la place qu'ils devraient occuper. Parce qu'une opposition, c'est du positif dans un pays. Mais quand cette opposition fonctionne, quand cette opposition apporte du concret, apporte du positif, apporte une plus-value pour l'État, non seulement pour l'État, mais pour le peuple. Parce que la politique, c'est pour le peuple avant tout. Alors, est-ce que là, vous ne pensez pas que Mohamed Diallo, que l'opposition est en train de perdre du temps par rapport à certaines revendications aussi? Bien au contraire. Bien au contraire.
Là, à entendre parler mon co-débatteur, il sous-estime les 35% des Sénégalais. Je vous rappelle que la coalition Macky 2012 constituait plus de 26 partis et mouvements de soutien. Et au premier tour, nous, parce que je me réclamais du temps de cette coalition, nous avons obtenu 26% de l'électorat national. Si vous me parlez de transparence, ces dernières élections législatives, j'ai eu la chance d'être directeur de campagne d'une coalition. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons obtenu un score honorable. Nous avons obtenu un siège à l'Assemblée nationale. Ça peut vous faire rire, d'accord, mais nous avons suivi ce qui s'est passé à Touba. Et dans pas mal de localités au Sénégal, j'ai été mandataire. Je ne suis pas resté chez moi pour voir ce qui s'est passé. Voilà. Dommage, le temps est fini pour donner la parole à M. Ndiaye. Donc, c'est tout donc pour votre numéro duel de cette semaine. Merci donc à mes chers invités, M. Mohamed Diallo. Je rappelle qu'il est le leader de l'URV, l'Union pour la restauration des valeurs. Il est donc, voilà, membre de la mouvance présidentielle ou de l'opposition pure et radicale? Je ne suis ni de la mouvance présidentielle, encore moins de l'opposition. Merci. Merci donc à M. Ndiaye qui est donc responsable de l'APR en Italie. Préciser une chose. Oui. L'exemple qu'a pris M. Mohamed Touba, c'est le Parti démocratique sénégalais voilà, qui l'a fait. Voilà, en Italie aussi, on vous a Merci donc à l'équipe technique, cher Tidiane Ndiaye et cher Tidiane Diop. Merci donc à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes de WALF TV. Allez, merci bien. Merci beaucoup.